Salut, c'est Maëlys. Bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les petits entretiens. J'interviewe Géraldine. Géraldine, elle est une coach un petit peu particulière. Elle mélange un petit peu la spiritualité avec les targets de business. Et du coup, vous allez voir qu'elle a un parcours et aussi des retours d'expérience super intéressants à raconter. Bonjour Géraldine. Bonjour Maëlys. Merci de faire cette interview avec nous. C'est super adorable de ta part. Avec plaisir. Alors du coup, Géraldine, je vais te poser des questions un peu basiques déjà. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? D'accord. Donc, je suis business coach, mais j'ai un profil un petit peu atypique puisqu'à côté, je suis également thérapeute en énergétique et en cohérence cardiaque. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, voilà. Alors, tu nous expliques un peu, là, je suis un peu perdue, moi. Alors, en fait, je suis mentor pour des entrepreneurs qui sont à un stade de leur activité où ils ont besoin d'avoir une stratégie efficace par rapport à tout ce qui se passe en ligne. Donc, mise en place de sites, mise en place du message, du ton de la voix, mais également stratégie visuelle, photoshoot, etc. Très business, en fait. Très business, complètement business, qui est lié à mon background, puisque j'ai passé 15 ans à faire ça pour des grosses boîtes globalement. D'accord. Mais à côté de ça, en fait, ça fait plus de 15 ans que je faisais de l'énergétique. J'étais maître Reiki et donc de la méditation, de la sophrologie. Et en fait, j'ai réalisé qu'il y avait une vraie demande, un vrai marché au niveau des blocages énergétiques. Et je travaille sur le mindset, l'énergie, pour débloquer les mémoires inconscientes, les limites, les pensées limitantes, et ensuite pouvoir améliorer la performance. Et donc la cohérence cardiaque, en fait, alors ça sonne mieux en anglais, ça s'appelle Hypno Breathing Therapist, et en fait, c'est simplement utiliser la respiration comme un outil pour améliorer la performance et débloquer vraiment les traumas et les blocages anciens. Voilà. Mais est-ce que c'est pas cette respiration? Moi, j'en entendais parler un petit peu à chaque, justement, dès qu'on commence à toucher un petit peu et au sport et au spirituel, un petit peu la clé, déjà, en fait, utilisée pour les thérapies. C'est exactement ça, en fait. Ce qui se passe, c'est que quand on est stressé et que quand on est bloqué, qu'on n'arrive plus à avancer, on crée des stagnations d'énergie, mais on oublie juste de respirer. On se rend compte que beaucoup de personnes sont en apnée, et donc ça crée des tensions dans le dos, partout, etc. Et en fait, il suffit juste, donc on entend beaucoup parler de la méditation, du mindfulness, etc. Mais en fait, autant on arrive à vider l'esprit, calmer l'esprit, à un moment donné, il faut ancrer le corps, et on ancre le corps par le biais de la respiration active. Okay. Parce que dans le cas du mindfulness, tout se passe au niveau de l'esprit, de la visualisation, etc. Et avec la cohérence cardiaque, en fait, on arrive à ramener en pleine conscience la personne qui va avoir des traumas par le biais simplement de la respiration. D'accord. Donc, en fait, toi, tu as créé une offre complète finalement où tu n'accompagnes pas les personnes uniquement sur le business, mais tu commences par le travailler la personne vraiment, tous ces blocages, etc. grâce à tes techniques. J'essaie de vraiment comprendre parce que c'est très complet finalement ce que tu fais. Ça. Donc, toi, tu es un coach. Comment tu t'appelles en fait? Tu es un coach global ou comment les personnes elles t'identifient, elles savent qu'elles ont besoin de toi puisque c'est quand même t'es quand même sur plusieurs tableaux, donc c'est pas évident de te positionner dans ces cas-là. Alors au démarrage, en fait, quand j'ai lancé mon activité, je venais du corporate, du monde de l'entreprise, et je gérais la communication pour les plus grosses fortunes en Angleterre. Donc, j'attirais à moi des exécutifs, des PDG, des entrepreneurs qui avaient envie de développer leur image, donc créer une image. Donc, c'est un métier assez vivant en Angleterre, mais nouveau en France, qu'on appelle personal branding. Et en fait, je me suis rendu compte, donc j'attirais beaucoup de personnes qui avaient un certain niveau de succès, mais assez introverties et des difficultés à communiquer ce qu'elles faisaient, des difficultés à attirer une audience, à s'exprimer sur vraiment ce qu'elles faisaient. Je parle de thérapeutes, d'artistes, de chanteurs, d'influenceurs, mais des personnes qui, en apparence, avaient tout le succès possible et inimaginable, mais dès qu'on les enlevait de la scène ou du devant, impossible à s'exprimer. Et du coup, je me suis rendu compte, en allant chercher au plus profond, qu'il y avait des vrais
des vraies paralysies au niveau de l'histoire, des mémoires, des sacs, des chimères qu'elle portait, que ces personnes portaient depuis très longtemps, et que dès que je commençais à travailler sur l'énergétique avec elle, par rapport aux chakras, à l'hypnose que j'utilisais, etc., il y avait des succès, mais phénoménaux, des déblocages exponentiels par rapport au montant financier généré. Et donc, ces personnes ont commencé à me recommander, bouche à oreille, ça fait boule de neige. Et parallèlement, à partir du moment où elle se sentait beaucoup mieux, elle me disait, ben voilà, je suis prête, maintenant je suis prête, je veux qu'on fasse mon site, je veux qu'on fasse ma marque, je suis prête. Et donc en fait, quand les personnes viennent à moi, je suis très claire sur le fait que si je ressens qu'elles sont pas forcément bien dans leur pompe ou que je ressens un certain blocage, parce que ma grand-mère était psychique et j'ai cette capacité d'être très intuitive et de ressentir l'énergie des gens. Psychique, je crois. Psychique, voilà, ou médium ou avoir une intuitive. Eh bien, je leur, dans le cadre du mentoring que je fais, de l'accompagnement que je fais avec ces personnes, je suis très claire au démarrage, on ne parlera pas business pendant un mois. D'abord, c'est la personne, la reconnexion à soi. Parce qu'en fait, on peut avoir la meilleure stratégie du monde. Si on n'est pas bien avec soi, on ne peut pas vendre. On ne peut pas vendre en présentiel, on ne peut pas vendre en ligne parce que les gens achètent une énergie, ils achètent une personne, pas spécialement qu'un programme. Ils achètent des mots, ils achètent une personne, ils achètent une vibration. Cette idée de business, elle est venue comment en fait? Donc déjà ton parcours et puis l'idée en fait même. J'imagine que c'est très lié. Mais... Alors, j'ai fait une école de commerce. Depuis l'âge de 20 ans, je travaille dans tout ce qui est marketing, communication et digital. Quand je suis arrivée à Londres, j'ai intégré une entreprise qui m'a demandé de démarcher le marché européen. Et c'était une entreprise dans les technologies. Et je vendais vraiment des logiciels et des data science, enfin, tout ce genre de choses. Et en fait, dans le cadre de ce que je vendais à l'Europe, j'ai commencé à créer des programmes de formation pour mes clients pour leur apprendre à utiliser cette technologie. Et en fait, je m'adressais à des groupes c'était un métier très masculin puisque c'était les transports publics, dont mes clients étaient la RATP, Keolis, Transdev et tout ça, Veolia. Et mon public était à 90% masculin. Et donc, je formais ces hommes à être de meilleurs managers par rapport à l'outil que je leur vendais auprès de leurs équipes. D'accord, ok. Ouais. Voilà. Et donc, lorsque j'ai eu ma fille, il y a 7 ans, donc j'ai fait mon break par rapport à cette boîte, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire une formation de coaching pour être encore plus une meilleure formatrice. Parce que tu t'es éclatée en fait quand tu faisais tes formations. J'adorais la formation, c'était vraiment ce qui m'intéressait. Je me suis rendu compte que vendre, ça me plaisait, bon voilà. Mais ce qui me plaisait le plus, c'était le retour que j'avais de mes clients qui me disaient mais c'est super, j'ai vachement appris aujourd'hui, le retour de mes chauffeurs de bus, etc. est fabuleux, etc. Donc j'ai commencé à créer ces programmes de formation pour eux, qui a été adopté par un des plus gros groupes de transport en France, Keolis. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une formation de coaching avec la Fédération internationale de coaching pour être encore plus performante au niveau du coaching. D'accord, donc là, tu n'es pas encore en train de te dire, je vais monter une activité de coaching, mais j'ai envie de développer ma compétence perso dans ce métier. Là, c'était plus, j'ai envie d'être encore plus performante. Entre-temps, j'ai ma fille, pas du tout envie de refaire l'Europe, donc je me dis, je repars au boulot quand ma fille a 4 mois. 6 mois plus tard, je fais une espèce de burn-out. Donc, je quitte l'entreprise. Et là, je me dis, c'est le moment ou jamais. Je vais faire ce que j'ai voulu faire. Je vais monter ma boîte de coaching. Il y a une raison pour ce burn-out? Qu'est-ce qui t'a emmené En fait, j'avais ma fille de 4 mois et je me levais tous les matins à 5 heures pour faire Londres-Paris. Donc, je rentrais à 23h le soir. C'était l'impression de passer à côté, de ne plus avoir de temps. Et puis, physiquement, je ne tenais plus la pression, en fait. Du coup, je me suis dit qu'il était temps de revisiter ce que je faisais. Et donc, j'ai monté ma petite structure de coaching. Sauf que j'ai tenu en réalité 3 semaines, parce que j'étais devant mon écran d'ordinateur et je me disais, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? J'ai une bonne idée, mais voilà, je ne sais pas quoi faire. Donc, j'ai appelé un chasseur de tête. J'ai dit, voilà, trouve-moi un boulot. Je retravaille dans la com. Donc, j'ai un chasseur de tête qui m'a trouvé un poste de directrice dans une agence de com. Par contre, j'ai commencé à développer ma clientèle à côté, dans le coaching. Et vu que je n'avais pas besoin de cet argent, que je l'ai payé à temps plein dans une entreprise, je le faisais avec plaisir. Donc, c'était vraiment du bouche à oreille. Donc, les gens me recommandaient. J'avais mes pets clients, je le testais, machin, etc. Ouais, donc il y avait l'envie qui était restée. C'est juste que tu savais pas comment faire ton métier à ce moment-là. Voilà, en fait, c'était juste, je vais coacher les gens, etc. Et en fait, dans le cadre de mon activité où je gérais donc une agence digitale, le service commercial et marketing, j'ai commencé à coacher en interne
gratuitement certains de mes employés qui voulaient partir, qui étaient démissionnaires, qui étaient très mal lors des fusions de mon entreprise avec une autre entreprise. Et en fait, là où j'ai eu ma révélation, c'est lorsque ma responsable marketing, qui voulait démissionner, sous l'effet de mon coaching, est passée directrice globale marketing. En 4 mois. D'accord, ouais. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose. Donc je suis allée voir mon PDG et j'ai dit, voilà, j'ai envie d'arrêter de faire la partie marketing commercial et je veux développer un programme de coaching pour garder les meilleurs talents. En plus, il y avait très peu de femmes dans l'entreprise. Je voulais recruter beaucoup plus de femmes. Les femmes n'avaient pas trop leur place. Il m'a dit non. Ah, ça n'a pas été bien accueilli. Alors. Là, ça n'a pas été bien accueilli, mais c'est surtout qu'il m'a dit, en fait, si tu n'as pas atteint tes chiffres ce mois-ci, en fait, c'est parce que tu veux faire autre chose, c'est pour ça que tu n'es pas convaincu. Donc, je vais te mettre sur un plan de performance pour voir si vraiment tu as envie de rester dans l'entreprise et ce que tu peux nous apporter. Donc là, j'ai regardé, j'ai dit, mais il n'y a pas de plan de performance, non, c'est juste pas possible. Donc le lendemain, je suis revenue au bureau et je lui ai dit, je quitte. Un plan de performance, c'est quoi exactement? Donc un plan de performance, à Londres, c'est en fait, pendant 3 mois, vous êtes obligé de rendre compte au quotidien sur votre rapport d'activité au quotidien. Mais en fait, c'est quoi? On contrôle un peu ce que tu fais? C'est du micromanagement. On contrôle tout ce que tu fais pour être sûr que tu arrives à tes objectifs, mais c'est vraiment une grosse pression. Et j'avais pas du tout envie de cette pression. Et donc je me suis dit que c'était un signe de l'univers et que c'était le moment pour moi de partir. Donc le lendemain, je suis revenue au bureau et je lui dis voilà, en fait, j'ai décidé de quitter mon poste. J'ai quelque chose qui m'appelle, j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie de faire du coaching, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc cette fois, tu es sûre? Voilà, cette fois, je suis sûre. Donc tu as eu quand même un premier gros parcours en corporate. Ensuite, tu te dis j'ai envie de me mettre dans le coaching. Tu vois que c'est vraiment ce qui t'inspire. Tu essayes de te mettre à ton compte, tu sais pas quoi faire. Voilà. Tu te remets dans le corporate et tu repars dans le coaching. Alors comment tu as su avec un parcours qui est un petit peu... On sent qu'il y a un gros appel. Mais comment tu as su et comment tu sais aujourd'hui que tu es dans la bonne voie, que c'est vraiment ce qui te botte? Quels sont les indicatifs qui te permettent de dire ça aujourd'hui? Mes clients, les résultats impressionnants que j'ai avec mes clients. Le chiffre d'affaires que j'ai généré, qui est... Ouais, parce qu'en fait, on en discutait un petit peu, tu es quand même à, tu fais des mois à 30 000 par mois, tu passes de 0 à 30 000 par mois en quelques mois, en fait. C'est ça. Tu t'es créé quand exactement, donc cette dernière partie, cette dernière activité? C'était donc, en décembre l'an dernier, j'ai eu encore un burn-out. Puisque être entrepreneur, c'est difficile, c'est avoir toutes les casquettes. C'était la période du Covid, donc en même temps, je faisais l'école à la maison de ma fille. J'ai eu Covid pendant 3 semaines, donc je ne pouvais plus me lever du lit. On a perdu la maman de mon mari. Et 3 semaines après avoir été diagnostiquée avoir eu le Covid, j'ai fait une péritonite aiguë. Mon appendice a explosé, donc j'ai passé 48 heures en urgence à l'hôpital sans être vue puisqu'il n'y avait pas de médecin. C'était très compliqué et après j'ai passé 6 jours à l'hôpital. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un vrai burn-out. En pleine crise sanitaire. Voilà, en pleine crise sanitaire. Et donc en février, je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose qui doit changer. C'est mon approche de... Là, on est en février 2021. 2021. Ah ouais, donc il y a quelque chose qui doit changer. Et j'ai investi dans mon premier vrai coaching. Donc j'ai payé $10 000, donc ça doit faire à peu près 8 000 euros pour 1 mois de coaching. Waouh. Donc c'était une énorme somme. Et t'en es contente? En fait, pas forcément d'elle en soi, mais plutôt de l'investissement parce que je considère que la transformation est dans la transaction. Et en fait, dans les 2 semaines où j'ai investi, j'ai fait 28 000 pounds, donc on va dire 28 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Donc tu penses que le fait d'avoir toi-même cru en toi, assez pour donner de l'argent, ça t'a permis que les autres croient en toi et t'as fait rentrer des... Complètement. Et puis aussi le coaching en fait en soi, d'avoir quelqu'un avec qui échanger de manière quotidienne ou hebdomadaire et qui te remet un petit peu sur les rails. Ça a vraiment débloqué énergétiquement et au niveau du mindset en fait. Et donc du coup là j'ai vraiment une révélation. Et puis aussi à un moment donné une vraie prise de conscience qui fait que quand on est coach ou mentor, on ne peut pas vendre ça à des clients si soi-même on n'est pas coaché ou qu'on n'a pas un mentor parce qu'il n'y a aucune cohérence derrière. On l'entend beaucoup effectivement. Voilà. Donc quand on tient tellement d'espace pour ses clients au quotidien, il faut à un moment donné avoir quelqu'un qui nous fait de l'espace à nous aussi. Donc ça a été vraiment une prise de conscience. Je me suis dit mais attends, si je peux faire 28 000 en 1 mois, qu'est-ce que je peux faire à l'année? Et donc là c'était parti quoi.
Et du coup, alors, de ce que j'entends, qui est super intéressant, on sent que tu es vraiment accro à ce coaching, c'est vraiment ce qui te porte, etc. Mais c'est quand même différent être coach et entrepreneur. L'entrepreneuriat, il y a quand même le fait d'être à son compte, de tout gérer tout seul, de créer quelque chose. Qu'est-ce qui t'a motivé, en fait? Qu'est-ce qui est, selon toi, la force qui t'a porté? Et puis, quelles sont tes motivations, en fait, pour être entrepreneur? Parce que c'est quand même encore autre chose. Alors, mes motivations, c'était de ne plus être soumise à travailler de 9h à 5h, avec des plages horaires où j'avais rien à faire, mais où il fallait rester au bureau, enfin rien à faire, en présentiel, juste pour justifier d'une activité. C'était avoir envie de voir ma fille grandir et de pas avoir une nounou qui s'occupe d'elle à temps complet. C'était avoir envie de pouvoir passer toutes les vacances en France, puisque j'habite à Londres, donc pouvoir travailler de n'importe où dans le monde, ce que j'arrive à faire aujourd'hui. C'était pouvoir générer des revenus qui ne soient pas limités, qui ne soient pas fixes et limités, et qui ne soient surtout pas évalués en fonction de mon passé et de mon expérience, mais en fonction de mes résultats. Voilà. D'accord, donc il y a une volonté de balance, d'équilibre un petit peu vie professionnelle et vie personnelle. Ça. On fait décaper les revenus et un petit peu cette liberté, cette flexibilité en fait sur laquelle complètement tu joues. Donc ça, c'est tes motivations. Et quelle est ta force du coup? Qu'est-ce qui est selon toi qui t'a porté le plus dans cette aventure? Parce que tu as quand même eu, on sent quelqu'un d'extrêmement investi et donc du coup un peu vulnérable aussi. Tu as déjà eu l'expérience de plusieurs burn-out, donc tu dois tout vivre en fait à fond. Ouais. Donc comment tu te protèges un peu de ça et comment tu as réussi à passer ce cap pour réussir à accepter d'être cette femme que tu es aujourd'hui finalement Alors, je suis quelqu'un de très spirituel, donc c'est la base de mon activité. Et en fait, je considère qu'on ne peut pas réussir en tant qu'entrepreneur si on ne fait pas de l'espace à soi. Et donc à chaque fois que j'ai fait un burn-out, c'était quand j'étais au pic de ma gloire, générant beaucoup d'argent, mais qu'il n'y avait plus d'espace pour soi, pour moi. Et que j'avais oublié les raisons pour lesquelles j'avais voulu devenir entrepreneur. C'est-à-dire que mon boulot, mon activité avait pris toute ma place, j'avais même plus le temps de répondre à ma fille. Ma fille me dit, mais de toute façon, tu es tout le temps sur ton téléphone. Et en fait, il y avait des vraies prises de conscience. Donc ce qui m'a permis, ma force et ce qui me permet aujourd'hui de tenir, c'est que j'ai un agenda, un planning qui est très défini. Il y a 2 jours par semaine où je refuse de prendre des clients, même si on me paye plus qu'eux, je ne prends pas de clients parce que ces jours-là sont dédiés à moi et à mon business. Donc établir des limites, c'est important. Établir des limites, c'est très important. J'ai des jours qui sont dédiés à l'accompagnement business et des jours qui sont dédiés à l'accompagnement énergétique parce que c'est 2 énergies qui sont complètement différentes. Mais en fait, ce que je pense que je voudrais partager, c'est vraiment faire du temps pour soi et s'autoriser à avoir des moments où ça ne va pas forcément marcher. Il n'y a pas de vente, on a envie de rien. Et en fait, c'est dans ces moments-là qu'il faut accepter de lâcher. Parce que je prends souvent cette analogie avec mes clients, je leur dis souvent, en fait, quand on a un garage et quand on a une vieille voiture dans le garage, on est très attaché à cette vieille voiture, mais elle ne marche pas, elle ne roule pas, elle est pleine de poussière. Et en fait, on veut la nouvelle voiture qui est sortie, on sait qu'on va aller beaucoup plus vite, mais en fait, on n'a pas de place pour la nouvelle voiture. Et le jour où on accepte de laisser partir la vieille voiture, tout d'un coup, on dépoussière le garage et on a la place pour la nouvelle voiture. Et là, tout d'un coup, on peut faire entrer la nouvelle voiture. Et donc, en fait, je prends cette analogie pour expliquer que quand on va pas bien et quand on se sent poussiéreux et qu'on a des choses à faire sortir, il faut accepter de pleurer, il faut accepter de les laisser sortir. Et quand elles sont parties, du coup, on peut reconstruire sur de nouvelles bases et avancer beaucoup plus vite. Et donc, ces moments-là, ils sont super importants dans l'entrepreneuriat. Accepter les moments de « on fait rien ». On n'est pas tout le temps en train de faire des choses, il faut accepter de respirer, lâcher prise pour mieux rebondir. Lâcher prise, ouais. C'est un mot très très utilisé qui veut tout et rien dire. Qui veut tout et rien dire. Mais effectivement, je crois que tu viens d'expliquer très très bien. Lâcher prise, c'est être capable de se dire on ne contrôle pas tout et c'est pas grave. C'est ça. Super. Et du coup, tu nous parles de tes clients, donc a priori, tu es successful. Tu peux nous raconter déjà comment tu as eu ton premier client et qu'est-ce que ça t'a fait comme effet ? La première fois, quand tu as vendu la première fois Alors, ma première fois, j'étais directrice marketing commercial et en fait, j'ai un ami, mon designer qui vient me voir et qui me fait est-ce que tu pourrais aider ma compagne
Elle est actuellement dans une entreprise, elle est directrice artistique, elle a 25 ans, ça se passe pas bien du tout, elle va pas bien, est-ce que tu pourrais la coacher? Je dis bien sûr. Alors pour faire quoi? Pour faire un changement de carrière? Elle allait pas bien, on savait pas. Je sais pas. Je dis bien sûr, voilà, quand même si. Et donc du coup, on commence le coaching que je facture, on va dire en euros, 450 € pour 6 séances. Voilà, j'étais. Et donc je commence le coaching et à la 3e session de coaching, elle quitte son poste, elle se met à son compte. À la 4e session de coaching, elle signe son premier client. À la 7e session de coaching, elle avait généré 20 000 pounds. Je ne suis pas en euros pareil, 20 000 €, on va dire. 20 000 €, wow. À 25 ans. Wow. Voilà. Ah ouais. Et du donc coup, là, tu t'es dit, ouais, j'ai un truc. Donc là, je me suis dit, je suis quand même super bonne à ce que je fais. Parce qu'en fait, finalement, tu vois, je me suis dit, c'est ton succès, voilà, je me suis dit, voilà. Et ensuite, donc elle m'a. Sauf qu'elle, elle a gagné 20 000 et toi 450. Et moi 450, voilà. Donc elle m'a recommandé à une copine où j'ai fait payer 950. Attention, on avait une prix. Ah ouais, voilà. Et donc là, c'était pareil. Elle a gagné un contrat, etc., etc. Et là, je me suis dit, bon, on va arrêter, on va passer à 1200. Et ça n'empêche, c'est une inflation assez rapide. Voilà, voilà. Et après, j'ai commencé à. C'était beaucoup de recommandations en fait, énormément de recommandations. Du bouche à oreille. Du bouche à oreille, beaucoup de bouche à oreille. Je travaille pas qu'avec des entrepreneurs en fait, c'est vraiment du moitié-moitié. Mais j'allais te demander, c'est quoi ton profil maintenant de client? Mon profil de client est assez atypique. Tout le monde se dit, t'as une niche, t'as une niche. Non, j'ai pas de niche. C'est quand même, on va dire que le point de commun de tous mes clients, ils sont tous. Ils ont tous, comment on appelle ça, ils ont envie de succès, envie de réussir. C'est des gens qui ont ambitieux. Donc, je travaille avec des personnes au niveau du senior management, des PDG, des chefs d'entreprise ou des directeurs généraux. Je travaille avec des artistes, je travaille avec beaucoup d'artistes et d'athlètes. Quand on parle d'artistes, c'est j'ai un de mes clients qui est sur scène avec 100 000 personnes dans des concerts, voilà, des vrais artistes. Voilà. Mais tu les trouves comment ces gens-là? Recommandations. En fait, une de mes clientes qui était directrice globale d'une agence, c'est son conjoint en fait, qui est chanteur. D'accord. Et donc en plein Covid, il a perdu il fait plus de gigs, plus rien, plus d'activité. Donc on lui a créé une nouvelle activité, il était passionné de pêche. Donc je lui ai fait créer une activité de pêche pour tous les chanteurs et artistes qui aimaient la pêche aussi. Donc, et de se faire. Il y en a beaucoup? Il y en a énormément. Il y en a énormément. Et j'ai fait créer des labels. Mais c'est de la pêche en eau profonde? De la pêche. De la pêche. Voilà, je serais surprise, de la pêche. Donc ils se retrouvent tous à 5 h du matin pour pêcher, mais en attendant, ça a généré une deuxième activité. Et je l'ai fait créer un label pour former des jeunes à être DJ, à chanter, etc. D'accord, donc là il a un label. Maintenant, il a 3 activités, puisque là, il fait à fond, il est booké pendant 2 ans, quoi. D'accord, donc du coup, c'est des recommandations. J'imagine que tu as quand même une présence et que tu fais comment tu travailles ton image à toi, ton branding à toi. Tu nous en parlais tout à l'heure du personal branding. Alors, en fait, à la base, j'étais quelqu'un de très secret. On ne pouvait pas me trouver sur les réseaux sociaux. On pouvait me trouver sous Géraldine, je ne mettais même pas mon nom de famille. J'aimais pas du tout me mettre en avant. D'autant plus qu'en Angleterre, c'était compliqué puisque j'avais toujours cette appréhension qu'on allait se moquer de mon accent, etc. etc. Donc, j'avais un gros syndrome d'imposteur. Mais quand j'ai lancé mon activité et que Covid a éclaté, en fait, du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. On est à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment je vais me faire connaître? Donc, je me suis mis à écrire, puisque les mots, c'est ma passion, en anglais ou en français, j'écris. D'accord, ok. Donc, je me suis mis à écrire mon activité comme si j'écrivais mon journal intime sur LinkedIn. Et mon audience sur LinkedIn. C'était. Et mon audience a grandi. Et comme à côté, je suis passionnée de visuel et d'esthétique, ma photographe de mon agence, de mon ancienne agence, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu pourrais me faire un petit photoshoot là, que j'ai des photos un peu plus présentables. Et donc chaque contenu était associé à une image. Et là, tout d'un coup, j'ai commencé à avoir des gens qui me disaient, est-ce que tu pourrais me faire mon photoshoot? Est-ce que tu pourrais me faire mon image, etc. Et en fait, je dis, oui. J'avais pas de designer, j'avais rien. Je dis, mais oui, je prends. En fait, je prends une photo. Oui. Donc, j'ai trouvé un designer, Et donc, ça a commencé un petit peu comme ça, en fait. D'accord. Donc, tu dis que tu disais oui à tout. En fait, t'as jamais refusé de collaboration? Non. Et d'où le burn-out, en fait. Voilà. Ça, d'où le burn-out. Quand on dit oui à tout et qu'on dit aux choses qui nous éclatent pas.
et aux choses qui ne sont pas du tout alignées. Qui alignées. t'éloignent du coup de tes objectifs. Voilà, qui t'éloignent de qui te ramènent là où voilà. tu étais avant finalement. Voilà, et bien du coup, ça ne marche plus. Et tout s'arrête, ou de toute façon, il y a une manière bien évidente, soit ton corps, soit ton émotion, soit ton humeur, ça s'arrête d'une manière ou d'une autre. Et donc aujourd'hui, en fait, je ne travaille qu'avec des clients où on vibre, où on clique, en fait. D'accord, donc tu dois sentir le feeling, en fait, voilà. Et s'il n'y a pas de feeling, tu vas refuser. S'il n'y a pas de feeling, en fait, ou je les oriente vers quelqu'un d'autre, ou je leur dis que je ne suis pas la bonne personne pour eux. Ça m'arrive de dire non, je vais dire non beaucoup de fois, en fait. Et tu y arrives bien? Ah, mais sans problème. Et tu as toujours réussi? Non, c'est nouveau. Ah oui, sans problème. Et tu te sens mieux? En fait, je pense que c'est très important d'arriver à dire non. Oui. Parce que sinon, on prend des clients qui, de toute façon, ça ne va pas marcher et ça va être un enfer pendant tout l'accompagnement. Tu as fait tout ça. Qu'est-ce que tu dirais, en regardant un petit peu en arrière, quels ont été les plus grands challenges pour toi? Quel était le plus gros challenge, le truc le plus difficile pour toi à passer au-dessus? Ça a définitivement été d'être en ligne au quotidien. Parce qu'au début, c'était LinkedIn, après je suis passée sur Instagram, Facebook, et avoir le sentiment, c'est des audiences différentes, donc des contenus différents, des messages différents. Et en fait, j'avais l'impression que mon métier, c'était créer du contenu. Ouais. Mais ça a été essentiel dans... Ce que j'allais te demander, ce contenu te ramène des clients? Ouais, ça a été essentiel dans le montage de ma marque, dans ma reconnaissance. J'ai des clients des États-Unis qui me demandaient de faire des summits globaux. Enfin, j'aurais jamais trouvé de clients au Canada si ça n'avait pas été pour Facebook. J'ai des clients au Chili, au Costa Rica. Donc, la présence sur les... Combien de clients là en ce moment? J'ai 10 clients privés et ensuite, je travaille... j'ai un petit mastermind de 4 personnes. Waouh, mais comment tu trouves le temps? C'est beaucoup tout ça. On dort pas beaucoup? Non. De toute façon, tous les clients sont pas en même temps en fait. Ouais. Donc, puis il y a des journées. Combien de temps ça prend quand tu accompagnes une personne en général? Tu l'accompagnes pendant combien de temps? C'est un accompagnement de 3 mois minimum. Ok. Parce que comme je dis, c'est comme à la gym, hein, ça marche pas en une session. Ouais, bien sûr. C'est une baguette magique. Voilà. Mais généralement, mes clients travaillent avec moi sur l'année, voire plusieurs années. Les clients, là, sur les 10, j'en ai 3, ça fait 3 ans. Et quand est-ce que tu sais que c'est la fin? J'imagine que de leur côté, ils doivent avoir la peur de lâcher ta main. Et toi, tu dois devoir t'imaginer. En fait, ça dépend. Là, j'ai une cliente que je vais former en énergétique maintenant. Qui va l'intégrer dans son business. D'accord. Donc, tu vas créer une franchise. Voilà. Peut-être pas, mais voilà. Mais en fait, c'est la fin quand il y en a qui partent et moi, je suis ravie quand ils partent. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils ont grandi, puis ils me renvoient des clients. Et puis ceux qui ont envie de rester, c'est parce qu'en fait, il y a souvent ce côté, quand j'arrête d'être accompagnée, j'arrête d'avancer. Mais c'est ça ce que j'allais dire. Sauf que j'imagine c'est toxique en fait. Quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher ta main, il faut bien lui... C'est pas le même accompagnement en fait. Hein. Les clients que j'ai depuis 3 ans, on se voit plus toutes les semaines. Hein. C'est 2 fois par mois. C'est un suivi. C'est pas du tout le même accompagnement. On n'est pas dans le projet, dans le montage, etc. D'accord, ok. Non. Ok. Et est-ce que tu as des personnes qui... Je vais te poser une question qui n'est pas forcément agréable, mais bon. Est-ce que tu as des personnes que tu as accompagnées qui n'ont pas réussi? Ouais. Et alors, comment tu vis ça? Alors, il y en a une en fait, un accompagnement d'1 an. Et c'était du coaching en relation, donc c'est complètement différent. Mais j'ai pas réussi et je l'ai envoyé chez une thérapeute. Ah ouais, en fait, je lui ai dit que j'étais pas équipée pour ça et que c'était des traumas profonds et que je ne... Quand je dis une thérapeute, même pas une thérapeute, une psychothérapeute, pardon. C'est quoi la différence? Une thérapeute, je suis thérapeute. Une psychothérapeute, c'est quelqu'un qui a fait une psychiatrie, quoi. Quelqu'un qui... Ouais. Voilà. Donc, je lui ai dit que je pouvais plus, que j'étais au bout de ce que je pouvais... Ça avançait pas. Et un autre, c'est parce que, en fait... c'est une très grosse fortune. Il n'a pas besoin de travailler. Donc, si tu veux, il se levait le matin, il n'était pas motivé. Et en fait, il était motivé 2-3 fois et après, il n'arrivait pas, il n'avait pas le drive. Mais du coup, je l'ai senti comme un échec parce qu'on n'a rien créé, quoi. Parce qu'en fait, voilà. Mais après, je me suis dit, non, c'est pas toi. Il n'a pas besoin de travailler. Voilà, il a pas besoin de travailler, tu vois. Du coup, alors, plein de projets, plein de clients, plein de choses. Comment tu organises? Tu as une routine? Comment tu organises tes journées de travail? Tu peux nous dire un peu plus? En général, je vois que les personnes comme ça sont bien organisées, ce qui me fait pas dire d'envie. Je me lève tous les matins entre 6h moins le quart et 6h. Encore une lève tôt. Voilà. Je fais 10 minutes de méditation tous les matins.
Ensuite, je m'occupe de mon nouveau petit chien qui a 10 semaines. Et ensuite, je lève ma fille et je pars tous les matins courir ou à la gym. Ou 2 fois par semaine, je fais de la boxe. D'accord, donc beaucoup de dépenses et spirituelles et physiques. Donc ça, c'est jusqu'à 8h, 8h30, je reviens chez moi, je prends ma douche, mon petit-déj, 9h, je commence. Tu as déjà fait une journée. Voilà, mais moi, ça fait du bien, voilà. Ouais. Et 9h, de 9h à 11h, c'est toute la partie marketing, contenu, répondre aux emails, etc. Contacter mes clientes, savoir où elles en sont, puisqu'en fait, je les soutiens au quotidien, être sûre qu'elles avancent, etc. À partir de 11h, j'ai quelques clients une fois par semaine à 9h, mais c'est rare. À partir de 11h, je vois mes premiers clients. D'accord. Tu les vois en physique ou c'est des calls? Ceux qui sont à Londres en physique, ceux qui ont envie, parce que des fois c'est compliqué, Londres c'est très grand. Ouais. Et puis la majorité en ligne. En ligne, jusqu'à 15h. Et certains jours jusqu'à 16h. Ensuite, je vais récupérer ma fille à l'école. Et là, je change la casquette. Je passe en mode maman jusqu'à 8h30, 9h. 9h, elle est au lit, je remets la casquette. Là, je suis en mode création. Mode business de nouveau, jusqu'à généralement... Avant, c'était 11h. Donc là, c'est les clients, la journée, et le soir, c'est ton business à toi, c'est ça? Donc là, tu fais quoi? Tu crées tes coachings à toi, et quand est-ce que tu fais tout ce qui est Instagram, réseaux sociaux, LinkedIn, tout ça là? En fait, je le fais le matin. Je fais de 9h à 11h. Je prépare pas, donc c'est vrai qu'il faut préparer son contenu. Moi, je suis très intuitive et je pars du principe que les gens achètent l'énergie et je réponds à l'événement. Il y a vraiment 2 écoles là-dessus. Il y a ceux qui sont très organisés dans leur contenu et ceux qui, au contraire, prennent le média de l'instantané. Moi, c'est vraiment de l'instantané. Je crée sur l'instant. Je partage l'émotion. Et puis après, j'ai du contenu généré depuis 2 ans. Donc, si j'ai envie de prendre quelque chose et de le retwister, de le revisiter, ça aussi, c'est possible. T'as une banque. Voilà, j'ai une banque de revenus, mais de contenu. Mais par contre, non, je fais ça de 9h à 11h. Et puis, et puis de temps en temps, si j'ai envie de faire du contenu visuel, par exemple pour les vidéos, etc., je vais prendre un dimanche. Et puis je filme. Et l'admin, la compta, tu sais, toutes ces petites tâches. Alors, entrepreneur, tu casses ça? Donc ça, je le fais le vendredi. Donc je le fais le vendredi et j'appelle ça mon Friday Finance, donc mon vendredi finance. Et je suis en fait en rendez-vous avec mes finances. Et c'est à ce moment-là où je traque tout ce qui est rentré, tout ce qui sort et tous mes objectifs. Et en fait, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Parce que c'est vraiment... les résultats, et puis c'est vraiment hyper important pour valoriser l'argent, pour augmenter son money mindset, son mindset par rapport à l'argent. Il faut vraiment parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent même pas combien ils génèrent, qui ont peur de l'argent, ont peur de vendre. Et en fait, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes et vraiment être... dédiaboliser un petit peu. Voilà. Finalement, on a tous besoin d'argent pour vivre. Et puis l'argent représente surtout ce qu'on peut faire avec. C'est ça. D'accord. Et toi, tu as réussi à dédiaboliser dès le début ou ça a été aussi un travail pour toi? Ah mais non, c'était un travail. Moi, j'étais persuadée que je devais sauver le monde. Ah bon? Et que je ne pouvais pas les charger, que tu comprends, la pauvre, le porc, etc. Et en fait, je crois que j'ai eu une prise de conscience quand une de mes clientes, que je facturais pas beaucoup, est allée travailler avec une concurrente à des prix, même pas une concurrente parce que j'aime pas avec une autre coach, au quadruple de ce qu'elle me payait. Et là, j'ai dit, ah mais en fait elle avait l'argent. En fait c'était juste moi que voilà. Du coup là j'ai complètement dédiabolisé. Et quelque part presque l'impression de mieux réussir parce que je paye plus pour certaines personnes. Et d'ailleurs elles vont mieux réussir parce qu'elles se sont impliquées plus. Tout à fait. Du coup rien à voir avec les process mais plus par l'implication de la personne. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ça on le retrouve, c'est vrai dans le coaching, on le retrouve facilement. Ouais. C'est vrai qu'il y a une grosse, c'est très 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 commun, une grosse peur de vendre parce qu'on a peur de ne pas vendre et puis du coup derrière on vend pas quoi. C'est ça en fait, la peur de vendre, la peur d'entendre le non, mais en fait le non c'est le non d'aujourd'hui. En fait moi j'ai des personnes qui m'ont dit non et qui sont revenues vers moi. Et en fait, à chaque fois qu'elle revenait vers moi, qu'elle me redemandait des informations, je donnais les informations. Parce qu'en fait, c'est pas parce que nous, on est prêts qu'ils sont prêts. Chacun a son timeline, tout le monde a sa journée. Et j'ai souvent des clients qui me disent « Oh, mais elle m'a pas payé. » Non, ils m'ont pas payé, j'ai que des non. Bah non, c'est que c'est non maintenant. C'est non à ce moment dans leur vie. C'est pas grave. En fait. C'est pas grave. C'est pas toi, c'est eux qui sont pas en alignement, mais ça veut pas dire qu'ils vont pas revenir. Et là, la dernière cliente que j'ai signée de cette année, je dis je pouvais plus, je suis complète jusqu'en janvier. Eh bien, je sais pas combien de fois elle m'a demandé pendant 4 mois. Et à chaque fois, je lui redonnais, Et après, voilà, elle a signé. Intéressant. Et du coup, comment tu vois évoluer? Parce que là,
on voit que tu es quand même à un tournant en fait, Ouais. parce que tu es full dans ta personne. Ouais. On sent que tu as déjà fait un peu d'evergreen, c'est peut-être pas encore ce que tu as mis le plus en avant. Donc comment tu te vois évoluer là entre maintenant et d'ici 5 ans, on va dire? Alors l'Evergreen, C'est long, mais- ouais, non mais l'Evergreen c'est très nouveau, donc Ouais. je suis en plein test justement, et c'est vraiment ce sur quoi je veux évoluer, pouvoir proposer ce que je fais en 1 à 1, plus en Evergreen. Donc l'Evergreen, on répète juste pour les personnes qui ne savent pas, c'est vraiment une formation en continu où il n'y a pas besoin d'être présent, mais Voilà. tout se fait Des un personnes, peu tout seul. voilà, des personnes qui ont envie de se former, qui ont envie d'être dans mon énergie, qui ont envie d'être dans ma connaissance, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans un accompagnement 1 à 1, ou qui ont juste envie d'avoir une idée de ce que c'est de travailler avec moi. Donc, ça, développer plus ça, et créer en fait une formation par rapport à l'énergétique et la cohérence cardiaque. Donc accompagner les gens à devenir, à faire ce que je fais. Et donc on crée peut-être mensuellement. Alors la cohérence cardiaque, ça c'est tout nouveau, c'est ça? Tu nous disais que tu Alors, tu es en train de faire un coaching, je crois, là-dessus justement, Ouais. ou une formation. Une formation, ouais. Je me forme aux États-Unis en fait, donc c'est très. Ça arrive un petit peu en France, j'ai vu, puisque ma maman m'envoie tout le temps dire je le vois, ça y est. Mais c'est très courant aux États-Unis et un petit peu moins sur le marché anglais. Et donc l'objectif c'est vraiment d'arriver à former, parce qu'en fait quand c'est à la cohérence cardiaque, on peut être coach en n'importe quoi, en relation, en image de soi, en performance, etc. Parce que c'est un outil très puissant. Et donc moi je vais être formateur et master coach à ce niveau-là. Et donc j'ai vraiment envie de développer et d'équiper le maximum de coachs avec cet outil qui permet d'avoir des blocages émotionnels énormes. Parce qu'encore une fois, je lui dis bien, être entrepreneur, c'est un métier difficile. Il y a plein de blocages émotionnels et je trouve que c'est tellement important pour un coach d'avoir des outils pour débloquer leurs clients en fait, pas juste de travailler sur uniquement le business en fait. De temps en temps, on a des limites en fait. Et donc le dernier, c'est mes expériences. Je devais le faire l'an dernier, mais Covid. Donc mes expériences de 5 à 7 jours. Où je prends 8 à 10 entrepreneurs, 8 à 10 exécutifs ou un mélange avec moi dans le sud de la France pour faire du yoga, du surf, de la bonne bouffe, du mindset, de l'énergie. De pépinière. Voilà, qui devrait arriver normalement en septembre l'an prochain. Combien tu vends une formation comme ça? Enfin, une expérience comme tu dis? Là, je ne saurais pas encore en positionnement après, je ne sais pas encore là. Mais ouais. Tu vas réfléchir à ouais, tout ça. Voilà. Super, donc plein de projets. Ouais. Génial. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'est pas encore là où tu en es, mais qui pense à se mettre à son compte et ou à se lancer en fait, qui a une idée ou pas d'ailleurs, mais qui ne sait pas par quoi commencer ou qui a peur? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? En fait, la première chose. Il y a 5 ans. Alors, la première chose que je dirais, c'est de ne pas de suite lâcher son activité sans avoir de revenus d'avoir au moins un revenu, un capital de 6 à 12 mois avant de s'investir dans une activité pour pas avoir la pression trop pour forte. Pas avoir la pression. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que ce qui empêche les entrepreneurs d'avoir du succès ou de vente, c'est vraiment cette pression financière, d'être pris à la gorge, d'être pris à la gorge. On aurait tendance à penser qu'au contraire, quand tu n'as pas le choix, il faut y aller. Non, ça bloque. Peut-être qu'il y en a. Moi, dans le cas des personnes avec qui je travaille, ça a vraiment été le retour que j'ai. La deuxième chose, c'est de se faire accompagner au démarrage. On peut, au lieu de tout faire tout seul et de passer par les chemins sinueux et d'essayer de se planter. Alors de temps en temps c'est bien de se planter, mais de pouvoir prendre la voie rapide, voilà, si on peut, de se faire accompagner. Et la troisième chose, c'est qu'à chaque fois que ça ne marche pas, et bien de se dire qu'on a appris quelque chose, qu'on ne refera jamais et qu'on continue d'avancer, qu'on n'arrête pas parce que ça ne marche pas en fait. Dédramatiser. Voilà, dédramatiser, que ce n'est pas parce que ça ne marche pas que ça ne va pas marcher un jour en fait. D'accord. Voilà. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter? Non, je pense que c'est tout. Merci beaucoup de m'avoir eu, je suis ravie. On a vraiment appris plein de choses avec toi aujourd'hui. Merci. Donc, je te remercie beaucoup d'être venue et puis tu nous tiens au courant pour la suite. Avec plaisir. Merci beaucoup. Tes aventures. Merci.
Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? C'est vraiment la question que j'ai à vous poser maintenant. Après avoir regardé cette interview pleine de passion, pleine de conseils de haute valeur, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez retiré de ces conseils qui vous ont été partagés? Dites-nous dans la zone de commentaires, ça nous intéresse vraiment. Mais surtout, une fois que vous avez mis votre commentaire, faites quelque chose de très important. Autour de la vidéo, vous vous abonnez parce que si jamais vous ne vous abonnez pas, vous risquez de rater les prochaines interviews qu'on va faire. Donc cliquez sur le bouton s'abonner, activez les cloches de notification, comme ça vous serez sûr de recevoir directement sur notre chaîne YouTube les prochaines vidéos, les prochaines interviews de grands entrepreneurs, de personnes qui démarrent de zéro, qui lancent un business ou alors qui passent à d'autres niveaux et qui vous partagent leurs meilleurs conseils. Donc si jamais vous avez aimé tout ça, abonnez-vous, likez la vidéo, dites-nous vraiment ce que vous en pensez, c'est très important pour nous. Et au passage, si jamais vous avez un ami entrepreneur, partagez-lui la vidéo tout simplement. C'était Kevin, avec Maëlys aussi juste avant. On se retrouve très prochainement.